Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage en direction des confins du système solaire, pour y rencontrer le plus grand bouclier protecteur dont la nature nous est dotée, avant de nous aventurer au-delà, là où le milieu interstellaire commence. Mais avant toute chose, songez que vous êtes déjà, là, maintenant, sans le ressentir, en train de fuser 640 fois plus rapidement que le son. Et cette vitesse de croisière fantastique n'est pas celle de la Terre, autour de notre étoile, mais d'un vaisseau gigantesque, le système solaire dans son ensemble, qui est embarqué dans une étrange danse galactique. Lorsque l'on se représente la course de la Terre dans l'espace, il est coutume d'utiliser ce modèle, organisé selon un plan, avec le Soleil immobile au centre et les autres planètes du système gravitant autour de lui. Sauf que cette représentation de notre mouvement n'est valable que si l'on se centre sur notre étoile. Or, celle-ci n'est pas immobile dans l'espace, elle se déplace à la vitesse de 790 000 km/h autour du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ainsi, en réalité, en prenant pour référentiel le centre de cette dernière, toutes les planètes de notre système sont lancées dans une course folle, arrimées par la seule force de gravité au Soleil qui les entraîne avec lui. Nous évoluons dans un mouvement hélicoïdal, légèrement oscillant sur une période de 26 000 ans et se dessinant à quelques 27 000 années-lumière du centre du siphon galactique, dans la partie intérieure du bras spiral d'Orion, à une distance de quelques 50 années-lumière du plan principal du disque, au sein duquel nous traversons le nuage interstellaire local, une région large d'environ 40 années-lumière de diamètre, dans laquelle nous devrions rester pendant encore 20 000 ans. C'est long. Des nuages interstellaires, nous en visiterons encore beaucoup, car fort de cette vitesse de déplacement de 220 km par seconde autour du centre galactique, notre système solaire progresse dans l'espace environnant d'une distance équivalente à celle séparant la Terre du Soleil chaque semaine. Ce qui fait que tous les 1400 ans, nous avons avancé dans l'espace d'une année-lumière, et à ce rythme-là, il nous faut 240 millions d'années pour effectuer un tour complet de la Voie lactée. Ainsi, depuis sa formation, notre système solaire a déjà accompli 20 orbites complètes, et en années galactiques, notre planète n'a qu'à peine 20 ans. Évidemment, dans cette course autour du centre de la Voie lactée, notre Soleil n'est pas seul. En étudiant le mouvement de près de 75 000 étoiles situées dans notre voisinage proche, le satellite Gaïa a pu extrapoler les trajectoires de ces dernières pour les 500 millions d'années à venir. Sur cette vidéo, où chaque seconde écoulée représente 6 millions d'années, on peut voir que la majorité des étoiles restent dans le plan, à l'intérieur du disque, quand d'autres, sujettes à de très légères variations de leur mouvement circulaire, en viennent à le quitter. Dans sa progression, notre étoile, elle, oscille aux grandes échelles de temps très légèrement autour du plan galactique, au point que l'on pense qu'elle traverse ce dernier 2,7 fois par tour complet. Et il est étonnant de penser que lors de cette course, nous nous frayons un chemin à des vitesses considérables au travers de nuages de gaz et de poussière interstellaires, et ce relativement sans encombre. La raison en est que cette course effrénée se fait arrimer à un vaisseau Soleil doté d'un puissant bouclier. Un bouclier formé et renouvelé en permanence par l'activité de notre étoile et qui prend la forme d'une vaste et ténue bulle protectrice, l'héliosphère. Cette dernière, en arrêtant ou en déviant nombre d'atomes extrêmement véloces, de rayons et de poussière cosmique, constitue notre première ligne de défense contre le milieu interstellaire. En fendant des nuages de gaz dont la différence de vitesse avec le mouvement propre de notre étoile tourne autour de 80 000 km/h, l'héliosphère prend aux grandes échelles l'aspect d'un œuf et rappelle vaguement une chevelure de comète. Légèrement émoussée dans le sens du mouvement orbital du Soleil, elle dessine à l'opposé une longue queue effilée en laissant dans son sillage, à l'image d'un navire fendant la mer, une traînée de particules chargées s'écoulant le long de ses lignes de force. Ce bouclier aux dimensions démentielles tire sa forme comme son origine de l'activité même du Soleil, car dans la haute atmosphère, extrêmement chaude de notre étoile, chaque seconde, c'est environ 1 million de tonnes de matière qui sont éjectées sous la forme d'un vent solaire constitué d'un plasma de particules atomiques. Et vu que nombre de ces particules présentent une conductibilité métallique similaire à celle du métal, elles induisent en se déplaçant un courant, dit héliosphérique, qui se propage et progresse dans toutes les directions en charriant avec lui un champ magnétique. Notre étoile tournant sur elle-même en quelques 25 jours, ce champ, transporté par le vent solaire, s'enroule dans l'espace interplanétaire en prenant la forme d'une spirale qui ondule telle une jupe de ballerine. Et ce courant de particules magnétisées produit en continu
s'étend et souffle dans l'espace alentour à des vitesses supersoniques, de l'ordre de 300 à 800 km par seconde, tout en exerçant dans sa progression une sorte de pression qui repousse le flux de particules provenant de l'espace lointain. Bien au-delà de l'orbite de Neptune, à une dizaine de milliards de kilomètres de sa source, à mesure que les gaz du milieu interstellaire se font plus présents, la force de ce courant commence à faiblir, les vents solaires à ralentir. Et lorsque leur vitesse devient subsonique, se forme alors un choc terminal, une sorte d'onde de percussion dans l'espace. En traversant ce front de choc, les particules chargées provenant du Soleil perdent près d'un quart de leur vitesse. Vitesse qui est convertie en chaleur, au point où la température électronique de ces particules peut atteindre le million de degrés. Malgré tout, vu qu'ici on ne trouve guère plus d'un atome par centimètre cube, il règne un froid glacial. Et puis, étrangement, la frontière à partir de laquelle se manifeste ce choc est des plus fluctuants, car celle-ci avance et recule en fonction des rythmes propres, des sauts d'humeur de notre Soleil. Ainsi, les sondes Voyager 1 et 2, lancées en direction des confins du système solaire, ont-elles franchi cette limite plusieurs fois, en 2002, en 2003, en 2004. En deçà de ce choc, le Soleil est le maître, au-delà, sa bataille sec. Nous sommes maintenant dans l'héliogène, une région de transition, dynamique, complexe et chaotique, où le vent solaire, en se mélangeant avec la matière de l'espace interstellaire alentour, forme des bulles magnétiques pouvant être larges d'1 milliard de kilomètres. Tout comme la distance nous séparant du choc terminal, l'épaisseur de cette couche fluctue fortement au cours du temps. Elle s'étend ou se contracte cycliquement en fonction des caractéristiques de densité du milieu interstellaire rencontré. Et surtout au gré des variations d'intensité du champ magnétique et de la vitesse des vents solaires produits à près de 15 milliards de kilomètres de là par notre étoile. Ainsi, les sondes Voyager 1 et 2, qui ont mis plusieurs années à traverser l'héliogène, ont-elles pu y enregistrer la présence de zones de calme plat. Et d'autres, beaucoup plus turbulentes. Aux limites de cette couche des plus étranges, la vitesse des particules provenant de notre étoile, toujours plus ralentie et comprimée dans leur progression par le milieu interstellaire, en vient à tomber à zéro. Dès lors, les particules ayant réussi depuis le Soleil à parvenir jusqu'ici s'accumulent au niveau d'une région, appelée l'héliopause, la limite de la zone d'influence du vent solaire et du champ magnétique qu'il charrie. Une limite si éloignée du Soleil qu'il existe un décalage temporel de 2 à 3 ans entre les soubresauts de notre étoile et la forme de cette dernière. Pour arriver jusqu'ici, il a fallu à la sonde Voyager 1 35 ans de trajet, à fuser dans l'espace à quelques 60 000 km/h. On a longtemps pensé qu'en s'accumulant, ces particules fortement énergisées par leur décélération en venaient à former, comme on a pu l'observer pour d'autres étoiles, un arc de choc, une région de forte turbulence causée par la pression que l'héliosphère exerce dans le sens du déplacement du Soleil sur le milieu interstellaire. Mais il semblerait, au vu des dernières découvertes, qu'au niveau de cette région de rencontre entre deux mondes, là où notre système fend l'océan dilué des particules de l'espace environnant, se forme plutôt une onde. Lorsqu'en août 2012, alors situé à une distance de 18 milliards de kilomètres du Soleil, Voyager 1 atteint cette limite, elle détecta, là où les particules s'accumulent à l'héliopause, une augmentation soudaine et d'un facteur 40 de la densité du plasma. Au-delà de ce mur ténu, le règne magnétique du roi Soleil s'achève. La brise solaire a disparu. Le vent s'est tu. Cédant entièrement la place à des nuages moléculaires éparses, des poussières intragalactiques ou des vestiges dérivants de supernovas. En devenant le premier objet fabriqué des mains de l'homme à pénétrer dans ce milieu, Voyager 1 détecta 100 fois plus d'électrons de haute énergie provenant du reste de la galaxie qu'à l'intérieur de l'héliosphère. Car ce milieu interstellaire qui baigne l'espace entre les étoiles n'est pas vide. Bien qu'extrêmement dilué, on a pu y mesurer des densités de l'ordre de 0,3 atomes par centimètre cube. Pour prendre la mesure de cette quantité de matière dérisoire, songez que sur Terre, au niveau de la mer, on trouve dans l'air quelques 27 milliards d'atomes par centimètre cube. Et même à l'altitude à laquelle orbite la Station spatiale internationale, cette densité est d'environ 50 millions d'atomes par centimètre cube. Et encore une fois, aussi bizarre que cela puisse paraître, cet étrange milieu n'est pas nécessairement froid.
Composé de molécules, d'électrons libres et d'atomes neutres ou ionisés par le rayonnement ultraviolet provenant des étoiles, il est électriquement chargé et possède une température souvent très élevée. Ainsi, les sondes Voyager 1 et 2 ont-elles pu y mesurer des températures de l'ordre de celles de la surface de bon nombre d'étoiles. Et cette soupe de plasma extrêmement ténue et souvent brûlante peut même s'écouter. Vous entendez actuellement, enregistré par les instruments de la sonde Voyager 1 et amplifié afin d'être audible par des oreilles humaines, les variations de vibration de ce plasma interstellaire, au-delà de la zone d'influence magnétique du système solaire. Et c'est là l'enregistrement audio le plus lointain, jamais directement capturé par une machine confectionnée par des humains. Et histoire de mettre un terme à cet épisode avec un zeste de nœud au crâne, j'aimerais revenir sur cette vitesse phénoménale que nous avons tous actuellement, là, maintenant. Songez que du fait que notre système solaire se déplace autour du centre galactique 2 fois plus rapidement qu'un éclair, alors les événements passés se sont déroulés derrière nous. Comptez jusqu'à 5. Et vous voilà dans l'espace, littéralement 1100 km plus loin que là où vous étiez en prononçant le 1. Ainsi, tout ce qui a eu lieu sur Terre s'est en fait déroulé dans un autre endroit de l'espace que celui où vous êtes maintenant. Bien sûr, à proprement parler, tous les événements passés ont bien eu lieu sur Terre, mais aussi dans un autre endroit de notre galaxie, un endroit où nous ne sommes plus, mais par lequel nous sommes passés à toute vitesse. Et cette vidéo, que vous avez commencée il y a une quinzaine de minutes, s'est lancée à près de 200 000 km d'ici, ailleurs, dans le cosmos. De ce point de vue-là, nous sommes tous de grands voyageurs et ne repassons jamais au même endroit. L'invention de l'agriculture se situe à peu de choses près, 8 années-lumière derrière nous, et les grandes pyramides de Gizeh, construites il y a 4500 ans, l'ont aussi été quelque part à 3000 milliards de kilomètres d'ici. Et mon esprit ne va pas suffisamment vite pour saisir toute l'énormité de cette idée.